Le premier thème, c'est la construction des repères chez l'enfant. Quels sont les moyens nécessaires à un enfant pour construire ses repères? Le deuxième axe, c'est évolution de la famille. Le troisième axe, c'est évolution des pratiques éducatives. Qu'est-ce que recherche-action? Recherche-action, c'est une chose très agréable et une chose très douloureuse. La chose très agréable, ça consiste à être sur le terrain. Vous avez des gens qui font de la recherche fondamentale sur des gros fronts, qui réfléchissent. Vous avez des gens qui font de la recherche finalisée. Il faut vendre un truc au final. Hein, souvent, c'est des médics. La Ritaline, par exemple. Donc, nous, la recherche-action, c'est d'être sur le terrain. Alors ça, c'est formidable. Et ça nous amène, d'ailleurs, je travaille autant auprès de bébés qu'auprès d'ados, et petite parenthèse de plus, le cœur de cible de mon travail, c'est de faire le lien entre la petite enfance et l'adolescence. Et de montrer à quel point les apprentissages de la petite enfance, entre autres la qualité des disparitions, apparitions, jouent tout le temps, jouent toute la vie. D'où la précaution à prendre. Je parlais avec une dame avec qui on va voir demain, là, du Québec. Québec, donc, je vis pas mal de choses. Et dans le bureau, je travaille directement avec le ministère de la Famille. Et dans le bureau, depuis 1995, dans le bureau des ministres de la Famille successifs, je vois au mur un parchemin que j'ai vu encore au mois de mai dernier, sur lequel est marqué « Il coûte moins cher d'aider un enfant et une famille à se construire plutôt que d'attendre qu'ils dysfonctionnent pour les soigner. » C'est précisément sur une telle phrase, la première ministre que j'ai pu rencontrer, c'était Pauline Marois, en 1995. Elle était tout seul dans son bureau, et elle est devenue Premier ministre après, et maintenant elle a fait l'emploi. C'est pas des carrières qui durent. Mais là, pourtant, carrière, personne ne me payait des vestes sur mesure. Elle était riche avant de faire de la politique. Et donc, en 1995, j'étais dans son bureau, et quand je vois ce parchemin coûte moins cher d'aider un enfant et une famille à se construire, plutôt que d'attendre qu'une vie fonctionne pour les soigner. Je dis, quel humaniste dans cette phrase? Ben, c'est bien, il me dit, mais on n'est pas des humanistes, on est des gestionnaires. Et elle m'a expliqué que c'était elle, quand elle a pris ses fonctions de ministre de la Famille en 1990, a commandé à des gens qui parlent business, qui parlent fric, ceux qui en France dans les crèches parlent de taux de remplissage. Vous voyez, hein, de prestations de services uniques. Eh bien, elle a demandé une étude financière pour savoir à combien revenait au pays le problème des incivilités et des violences, des dysfonctionnements des jeunes, des familles. Et ils se sont rendus compte, chiffres à l'appui, que c'était un gouffre d'attendre que ça casse, plutôt que d'aider des enfants à construire. Moi, ça m'a fait un bien fou, c'était il y a plus de 20 ans, et ça m'a fait un bien fou parce que ça donnait un super éclairage à précisément ce qu'est mon boulot, de montrer que ces apprentissages, et notamment, c'est au cœur de tout ça, apparition, disparition, la qualité de cet apprentissage est déterminant pour la suite. Vous vous rappelez, autonomie, vivre pour soi, avec les autres. On est vraiment au cœur de problèmes actuels. Alors, recherche-action, vous disais, c'est une chose très agréable. Ça me permet d'être sur le terrain. Je donne un exemple de truc, grâce à cette recherche-action, j'ai pu apprendre très récemment. J'étais à Nantes, dans un collège où je travaillais avec des jeunes, sur le thème « Qu'est-ce que vous attendez de vos parents ?» Et une gamine de 13 ans m'a dit « Ce que j'attends de mes parents, c'est qu'ils me donnent des conseils pour ne pas les suivre. » Aucun chercheur ne peut imaginer des phrases comme ça. Vous voyez? Alors je lui ai demandé quand même un petit peu de m'expliquer. Elle m'a dit, ben, si mes parents attendent que je suive leurs conseils, ils sont mal partis. Mais s'ils ne m'en donnent pas, c'est moi qui suis mal parti. Hein? Donc, pas de bol, on est des modèles à vie. Quitte à être des modèles à ne pas suivre. Quitte à être pas les vrais parents. Vous savez, l'ado se pose deux questions contradictoires qui doivent avoir la même réponse. Hein? C'est comme ça qu'il fonctionne. Hein? Il peut se réveiller adulte, se coucher bébé, il est double. Hein? Donc, premièrement, par exemple, est-ce que mes parents m'aiment tel que je suis? Deuxièmement, est-ce bien vrai que je suis tombé sur les plus nuls? Dans les deux cas, la réponse doit être positive. N'est-ce pas? Si je suis tombé sur des parents super, je suis mal barré. Parce que je ne pourrai jamais disparaître. Je ne vais jamais être autre chose que l'enfant de ces parents-là. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus il y a pas mal d'années, sur, avec le mari
de Françoise Dolto, notamment Boris Dolto, qui avait une clientèle de gens très connus. Et on voyait souvent des difficultés chez les enfants par le fait de se dire « je ne pourrais jamais être autre chose que l'enfant de un tel ». N'est-ce pas? Donc, l'ado, deux questions contradictoires. Est-ce que mes parents m'aiment tel que je suis? Est-ce bien vrai que je suis tombé sur les plus nuls? Dans les deux cas, la réponse doit être positive. Je ne suis pas le bol, hein. Je suis tombé sur des nuls. Tous mes potes sont tombés sur les mieux. Moi, je suis tombé sur des ringards. D'ailleurs, je ne suis pas du tout sûr que ce soit mes parents. C'est pas possible que des gens moches comme ça aient fait quelqu'un d'aussi beau que moi. J'ai dû être adopté. Ils m'en ont pas encore parlé, mais mes vrais parents, ils sont ailleurs. Pour l'instant, je vais faire avec ceux-là. C'est les seuls que j'ai sous la main. Donc, ça, c'est le côté agréable, vous voyez, de la recherche-action. Mais il y a un côté douloureux. Un côté douloureux qui est venu dans mon esprit, en travaillant pour ce soir, complètement percuter notre sujet. Recherche-action, c'est faire retomber dans l'action ce qui se sait au niveau de la recherche. Or, il y a un fossé énorme entre les deux. Il y a de plus en plus de données qui vont dans le sens de culpabiliser les parents. Dans notre société, on crée de plus en plus de moules. Et il faut que les enfants entrent dans le moule. Je crois qu'on était le seul pays à avoir ça. Au mois de novembre, j'ai passé un mois au Japon et je suis revenu avec des carnets d'évaluation là-bas qui sont un peu comme les nôtres à l'école, n'est-ce pas? À 5 ans, l'enfant doit savoir écrire entre deux lignes en lettres cursives, acquis, non acquis. J'encourage vivement les enseignants à mettre qu'en cours d'acquisition. Et bien ça, c'est un non-sens total, même scientifiquement, n'est-ce pas? Que nous disent les chercheurs? Ils nous disent que, parce qu'ils ont mieux compris la lenteur des acquisitions, la variabilité d'un enfant à l'autre, la marche, c'est entre 10 et 21 mois. Et là, je ne vous parle pas de travaux en cours. La propreté, c'est entre 2 et 6 ans. La vessie étant le seul organe qui encourage ses opinions. Pour cette démonstration, les toilettes sont mixtes. Il y a 2 hommes dans la salle et plus de 100 femmes. Donc, ça serait injuste, la parité. Hein? Donc, la lecture, c'est entre 4 et 9 ans. Et je vous avance des âges qui ne sont pas des suppositions, n'est-ce pas? Mais d'un côté, on nous dit, il faut qu'il soit propre de bonne heure, il faut qu'il soit propre à 2 ans pour rentrer de toi à la maternelle, pour savoir lire avant le CP, pour une bonne 6e d'avant. Projet éducatif. Important de faire la langue en 6e, ça permet d'avoir un bac S, donc de faire plus tard des études de Sciences Po, dans l'homonymie avec les Sciences Po, pipi précoce, ne peut laisser personne indifférent. Eh bien, pour pouvoir prendre de la distance, l'enfant a besoin d'être regardé positivement. N'est-ce pas? On peut avoir à la maison une grande fille de 5 ans qui a toutes les qualités, un petit garçon de 3 ans qui a tous les défauts, et qui va entendre dire « regarde ta sœur, c'est autre chose ». La question clé de cette capacité d'éloignement, on ne dira pas de disparition, c'est une réponse convenable à la question « est-ce que je suis aimé tel que je suis ?» Ça passe par plein de choses, mais dans une société où on est de plus en plus avec des moules, eh bien, je souhaiterais bon courage à des enfants qui n'entrent pas dans le moule, et bon courage à des parents qui ont des enfants qui n'entrent pas dans le moule. Je participe depuis une quinzaine d'années à ce qu'on appelle la semaine du goût, au mois d'octobre. On organise pendant un mois, enfin, ça dure pratiquement un mois au niveau télévisé, un tas de choses autour du goût. Et au mois de juin dernier, tout le groupe organisateur était réuni pour préparer, c'était en octobre, les derniers trucs. Et avec nous, il y a un jeune chef pâtissier de 27 ans, chef pâtissier chez Le Doyen, qui est un très grand restaurant parisien. 27 ans, c'est rarissime, chef pâtissier. Et il y a 2 petits gamins. Alors, je ne sais pas comment j'en arrive à parler des problèmes des enfants qui ne rentrent pas dans le moule. Et alors, il y a une phrase pâtissière extraordinaire, vous vous rendez compte? Mais il m'a dit une phrase, alors il n'y a pas de droit d'auteur, donc il m'a autorisé à vous la dire, mais il me dit, mais si on veut les faire rentrer dans le moule, ils deviennent tartes. C'est vachement profond, hein, comme phrase. Hein. Donc, permettre à un enfant sereinement de s'éloigner, c'est avoir confiance en lui. Avoir confiance en lui. Petite parenthèse, cet enfant roi dont je parlais tout à l'heure, eh bien, s'il n'arrive pas à voir
des parents prendre de la distance, s'il n'arrive pas lui-même à prendre de la distance, eh bien, ça crée des nouvelles donnes. L'adolescence, une période relativement récente, elle a une trentaine d'années. Il y a 30 ans, il n'y avait pas d'ados. Parce qu'on sortait de l'école, on partait bosser. Alors on a créé les ados. Puis après, on a vu qu'il y en avait des petits. Alors on a créé plus récemment, ça fait à peine 20 ans, des pré-ados. Vous avez des pré-ados, pré-délinquants. Ils n'ont rien fait, ils ont déjà la police derrière, les mecs. Et puis, je vois 45. Et puis, on s'est rendu compte plus récemment, il y a une grosse dizaine d'années, qu'il y en avait des vieux. Des tandis. C'est devenu des adolescents. Des enfants qui ont 25-30 ans, qui ont du boulot, mais qui n'ont pas pu prendre de l'éloignement. Alors, ils sont dans une configuration bizarre. Les parents, eux aussi. Les parents vont avoir un discours extérieur disant vivement qu'ils se tirent. Mais à l'intérieur, tu sais même pas te faire à manger. Pourquoi tu t'en irais? On rajoute un couple de la cinquantaine avec quelques petites difficultés conjugales. Si ce Tanguy se bat, peut-être que ça va les éclater entre eux. Donc ils se retrouvent condamnés à rester comme ciment d'un couple, une famille. On voit de plus en plus d'adolescents dans notre société, d'enfants qui n'ont pas réussi, encore une fois, à prendre de la distance. Alors, recherche-action, c'est douloureux à cause du fossé entre les deux. Alors, rapidos, on va dans un premier temps, très vite, planter les décors. Il y a 5 décors. Et puis après, on reprendra la première question, la deuxième, en apportant des éclairages. C'est une conférence mosaïque. Mon objectif étant que vous ne sachiez plus du tout où vous en êtes. Ça a commencé déjà un petit peu. Mais à la fin, vous allez voir, ça finit bien. J'ai une super conclusion, ils se marient, ils ont des enfants. C'est très bien la fin. Alors, plantons les décors. Premièrement, séparation. Ce mot séparation, alors je vais l'utiliser parce qu'il est du programme, mais il est quand même un petit peu violent. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je me bornais à lui mettre des guillemets. On va se poser à partir de ça 2 questions. Première question, à partir de quand cette séparation est une cause de souffrance pour l'enfant ou pour l'adulte? Et la deuxième question qui est liée, c'est comment faire en sorte qu'elle soit une source d'autonomie. La séparation peut être une souffrance, elle peut aussi être une source d'avancée et de prendre de la distance, d'autonomie. Point suivant, dans les décors, premièrement, on parlera de la souffrance vécue par l'adulte et provoquée par l'enfant. Mais on se parlera aussi de la souffrance provoquée chez l'enfant, provoquée par l'adulte chez l'enfant. Je vais m'arrêter sur ce volet-là, sur ce décor. Il est incroyable. C'est un des moments où je vous ai dit que vous risquez de tomber à l'envers. Souffrance, difficulté, douleur de cette séparation provoquée par l'enfant. Rappelez, on a dit confiance, peur peut-être de la maman. Je parle plus de la mère que du père dans mon exposé là, notamment pour la petite enfance, non pas parce que la mère est plus importante que le père, mais parce que les métiers de la petite enfance en France sont assez féminins. Vous avez remarqué, il y a un peu plus de femmes que d'hommes qui bossent dans la petite enfance. Si on était en Norvège, en Suède, je ne vous dirais pas ça, parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Si on remplaçait toutes les professionnels de ZES de l'enfance par des hommes en France, les mères iraient très bien. C'est le père qui n'irait pas, qui dirait pourvu que mon enfant ne l'appelle jamais papa. Mais là, comme c'est les femmes, eh bien, c'est la maman qui se dit pourvu que mon enfant ne l'appelle jamais maman. Je ne demande pas de faire l'enfant, de préférence, quand il y a maman. Ça ne sert à rien d'appeler les professionnels maman quand elle n'est pas là. Donc, on parlait de la confiance dans ce triangle. Pour qu'il puisse y avoir cette séparation, il va falloir que, sereinement, une maman puisse confier son enfant à une autre. Ben, on va voir que même si psychologiquement, en apparence, c'est fait, et ben, l'enfant, il s'emploie à brouiller les cartes. J'ai écrit une dizaine de bouquins, et notamment en 1990, un bouquin qui a pour titre « Des vertes et des pas mûres ». C'est des petites histoires qui m'étaient racontées sur les routes par des parents
À l'époque, je faisais pas mal de conférences sur l'éveil des 5 sens. Et après les conférences, il y avait à chaque coup 2-3 mamans qui venaient me voir et qui me disaient, vous savez, mon enfant est à la crèche, quand je rentre de la crèche, je le lave, il pue la crèche. Je n'avais jamais remarqué que ça puait dans les crèches, à part certains petits moments très privilégiés. Mais j'étais tellement confronté en permanence à cette phrase que dans le livre des Vertes pas mûres, 1990, j'ai écrit une petite histoire, parmi d'autres, qui s'appelait « Elle n'a plus la même odeur ». Et c'est l'histoire d'une maman qui rentre chez elle de la crèche et qui lave sa petite gamine pour qu'il n'y ait plus la crèche. Je n'avais pas compris du tout cette histoire. Vous allez voir qu'on parle d'apparition, disparition. Recherche-action, prendre des travaux de recherche, les faire retomber dans l'action. 1992, je lis des travaux très aboutis du CNRS à Lyon, service du professeur Gervais, qui publiait des travaux formidables et encore complètement d'actualité, 20 et quelques années après, 25 ans après, sur ce qu'on appelle les phéromones. Phéromone, c'est une hormone, c'est une odeur que chacun de nous fabrique et avant tout à connotation sexuelle. Il y a des phéromones mâles, des phéromones femelles. Tous les mammifères fabriquent ces phéromones, la plupart des insectes et un certain nombre de végétaux. Que nous montraient les travaux du professeur Gervais? Une bombe. Premièrement, il nous montrait qu'il n'y a pas 2 êtres humains qui fabriquent la même odeur, tout comme les empreintes digitales. Vous verrez une expo avec des empreintes digitales magnifiques au mur ici. Donc, chacun fabrique une hormone qui lui est propre. Deuxièmement, le professeur Gervais nous montre en 1992 qu'il y a une exception, c'est tous les bébés. Tous les bébés fabriquent exactement la même phéromone que la mère. Et la reconnaissance mère-enfant audiovisuelle par les oreilles ou par les yeux est consciente. Cette maman, elle voit plusieurs enfants et c'est le sien. Sauf cas particulier, elle en entend plusieurs qui pleurent, elle sait que c'est le sien. Oreille, on trouve cette oreille chez les professionnels de l'enfance. C'est très féminin, l'oreille. Comme ça, nous, en tant qu'hommes, on ne l'a pas. Surtout la nuit. Et donc, j'ai remarqué. Alors ça, c'est conscient. Mais par l'odeur, la mère et l'enfant se reconnaissent fréquemment. Ça, c'était plus en 92. Dolto est morte en 88. Or, elle avait intuitivement senti ce truc-là, je puis dire, en conseillant à des mamans qui avaient du mal de faire passer l'enfant du sein au biberon, de mettre un vêtement qu'elles avaient porté autour du biberon pour faciliter la transition. Alors vous allez me dire, vous avez raconté n'importe quoi. Il y a bien des gens qui fabriquent la même odeur sur la planète, les mères et les enfants. Détrompez-vous. Ce qu'a montré, ça a été ça la bombe, ce qu'a montré le professeur Gervais, c'est qu'il y a 2 séquences et demie qui permettent à l'enfant de fabriquer sa propre odeur. Distance. La première, et c'est pas un hasard, c'est dans les 2 mois qui entourent la marche. Quand l'enfant marche, entre 10 et 21 mois, vous savez ce que je disais tout à l'heure, il sent qu'il va s'éloigner. Eh bien, il cesse très rapidement, dans les 2 mois qui entourent l'acquisition de la marche, de fabriquer la phéromone de la mère, l'odeur de la mère, et il fabrique une autre odeur qui est déjà la sienne. Comme pour dire, je prends de la distance. Éloignement. Il y a une deuxième séquence, c'est la puberté. Ça commence un vendredi soir. La veille encore, maman avait des dessins magnifiques, des cœurs avec des flèches. Elle a intérêt à les garder parce que le lendemain, il n'y a plus que les flèches. Et notre enfant va fabriquer, à ce moment-là, début de la puberté, des phéromones mâles, des phéromones femelles. Ce qui fait que nos ados, ils sont souvent paumés par rapport à l'odeur. Ils ont la croix gammée d'un côté, mais la totote de l'autre. Et le nain dans la poche. Pour ce qui fait un petit truc de discretos sans se faire voir. N'est-ce pas donc, l'odeur. Petite parenthèse, un peu plus, avec des parenthèses, et remarquez. Pardon. Eh bien, ça a été découvert en 92. Depuis 95, il y a plein de parfumeurs qui fabriquent des parfums de synthèse, phéromones mâles, phéromones femelles. Si vous avez en tant que femme un cadeau à vous faire offrir prochainement, faites-vous offrir Eden de Cacharel. 100% de phéromones femelles. Normalement, tous les mecs doivent vous suivre dans la rue, ici.
Par contre, pour vos conjoints, n'offrez surtout pas dracard noir. Ça, c'est terrible, c'est du 100% phéromone mâle, donc il risque de ne pas rentrer le soir. Donc, moi j'ai essayé, ça marche pas. C'est pas dans tous les cas. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien, on parle du tout petit là. Séparation. Et je vous disais tout à l'heure, des fois, c'est à l'instant, c'est difficile pour le parent, notamment, vous allez voir pourquoi, pour la mère, d'arriver à voir s'éloigner l'enfant. Eh bien, je vous ai dit 2 séquences et demie. À la naissance, le bébé fabrique l'odeur de la mère. Au moment de la marche, autonomie. Au moment de la puberté, mais il y a une exception, figurez-vous. C'est le bébé qui a été mis en crèche. Alors l'expérience a été faite en crèche. Elle est aussi valable chez les asthmates, mais c'est encore plus extraordinaire en crèche. Vous allez voir. Cet enfant, il a 2 mois, il a 3 mois. Ce qu'a montré le professeur Gervais, c'est que les enfants qui étaient confiés en crèche, à 2, 3, 4 mois, ils fabriquaient, comme tous les autres au moment de la marche, c'était le même truc, hein, mais entre 2-3 mois et la marche, ils fabriquaient ce que Gervais avait appelé une phéromone caméléon, comme cette bête qui change de couleur au contact des autres, c'est-à-dire, accrochez-vous au siège à ce moment-là, une odeur qui ressemble à s'y méprendre à l'odeur de la personne qu'ils se sont choisis de référence dans le groupe. Vous entendez ça? Je peux vous dire que nous, quand on a appris ça au niveau de nos recherches, ça nous a scotché. Je peux vous dire aussi que ça fait 25 ans qu'on le sait. Je peux vous dire aussi qu'on se verra peut-être avec quelques moments après, qui vont me dire, je ne savais pas, mais moi j'ai ressenti ça, quand je rentrais de la crèche. En 1992, ça a été publié. Compétence du bébé. J'en ai une autre. Je vais me faire adopter par quelqu'un. C'est pour ça que je plaisantais autour de la notion de référente. Des fois, c'est pas la référente qu'on a choisie à un enfant en crèche qui a choisi lui. Hein? Si vous êtes la référente, vous avez vos 5 bébés autour, il est tout le temps avec la collègue. Et c'est une peau de vache en plus. Elle dit, c'est marrant, c'est un des tiens qui joue avec moi, mais ça ne me gêne pas. Donc, notre bébé, il fabrique une odeur. Eh bien, il y a ces travaux, en 92, ont inspiré des parfumeurs qui ont fabriqué, le premier ça a été fait par Fragonard, un parfumeur de Grasse qui a une boutique aussi à Paris, à l'Opéra, un enregistreur de phéromones. Ça ressemble, pour pouvoir faire des parfums de synthèse, ça ressemble à un magnétophone avec un stéthoscope au bout, on met ça sur la peau, ça fait des tracés, ça permet de fabriquer des parfums de synthèse. En 2006, 10 ans après, ils ont revendu, plusieurs parfumeurs, leur matériel pour faire des trucs plus perfectionnés. J'ai eu la chance, avec plusieurs collègues, d'en acheter un. Donc, dans le coffre de ma voiture, j'ai toujours un enregistreur de phéromones. J'habite Paris, donc quand je vais travailler dans des crèches en région parisienne, j'y vais en voiture. J'arrive un jour dans une crèche, il y a un peu plus d'1 an, à Bobigny, en région parisienne. C'est une crèche en section. J'aime bien, vous savez, les sections. Pépé, moyen, bon. C'est marrant quand c'est bien cloisonné. Vous savez, les moyens, c'est l'enfant qui se met sur les pattes de derrière, le moyen. Donc il a les pattes de devant qui sont libres. Il y a la peau qui est sensible. Donc il découvre la face capitaliste. La principale activité, ça va être de piquer tout ce que les autres ont dans les paluches. Séparation, n'est-ce pas? Marquer son territoire. Alors, quand on les met ensemble, c'est une bombe. Vous voyez? Je soupçonne certaines directrices de crèche de mettre chez les moyens le personnel qu'elles veulent voir en arrêt maladie. À la limite de la diffamation. Si vous êtes en crèche, qu'on vous confie Bernard Tapie, il faut le mettre chez les moyens. S'il y a Cahuzac dans la même section, ça va rester. Donc, je ne parle pas de l'événement plus récent. Donc, ça peut être dur, hein. Chez les moyens en crèche, vous avez l'hyper-capitaliste. Quand il est là, il torpille tout le monde, dites donc. Et il est suivi par 3 petits apprentis capitalistes qui sont gentils quand il n'est pas là, mais qui viennent nous vendre quand il est là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a des jeux, hein, j'étais dans une crèche plus récemment en Parisienne, aussi à Saint-Germain-en-Laye, et c'était formidable, ils avaient résolu le problème du capitalisme. Ils avaient mis dans le groupe des bébés, la section des bébés, une piscine à balles.
Et alors vous aviez, je les ai filmés, hein, vous aviez un capitaliste de 18 mois qui prenait les balles, propriété de ce qu'il a dans la main, qui les foutait dehors, et vous aviez un autre capitaliste du même âge qui était dehors, qui les prenait, qui les foutait dehors. C'était au mois de juin, au moment de Roland Garros. Et je me suis cru à Roland Garros, il y avait 3 bébés, dans des babys relax, sanglés, avec bavoir qui remonte. C'était pour les préparer à la deuxième année où ils auraient peut-être un bavoir sous l'assiette. Non, non, c'est pas vrai, ça se fait plus. C'est que dans les maisons de retraite maintenant. Et ils regardaient le match, ils voyaient des balles. Les gamins, ils s'engueulaient plus, ils jouaient, ils faisaient une partie de tennis, il manquait que Belmondo. Donc, revenons à notre crèche à Bobigny. J'étais à leur voiture, moi je ne travaillais pas chez les moyens, je travaillais chez les bébés. À un moment donné, la porte était entrouverte et une auxiliaire dit « Oh, on en a perdu un. » Mais non, quand même. Même si c'est que un. C'est du mot, hein, c'est du mot. Tout le monde était que où c'est qu'il est, où c'est qu'il est. Sauf une des auxiliaires qui dit « Oh, il doit être à la lingerie. » À chaque fois que la porte est ouverte, ce bébé-là, c'était un petit garçon de 8 mois, il se barre à la lingerie. On va tous voir. Il y avait la lingère de la crèche en train de repasser le linge. Le bébé en question, 8 mois, qui était à plat ventre, 8 mois, on parlera de la crise d'angoisse tout à l'heure, séparation, et qui était allongé à plat ventre, qui la regardait avec des grands yeux amoureux, et elle dit, ben, il vient souvent me voir, pas pourquoi. Coup de bol, on était à Bobigny, région parisienne, j'étais venu en voiture. Je vais chercher mon enregistreur de phéromones, et, vous vous doutez de la suite, ce bébé de 8 mois fabriquait l'odeur de la lingère, qui est en plus extraordinaire, parce qu'elle n'était même pas censée être avec les enfants. Elle était dans sa lingerie. Pourquoi était-il tombé amoureux de cette nana-là? Mystère. Alors là, les langues se sont déliées. L'une dit, ah ben, je comprends mieux maintenant, parce que quand... Zoé revient, quand on a du mal à lui donner son biberon, on appelle la lingère, il boit sur le coup. Pour s'endormir, un autre qui dit, ah, pour s'endormir, c'est pas facile. Hein. La lingère arrive, elle fait pote sur le ventre. Et le plus intéressant pour moi en tant que psychosociologue, c'était la troisième chose. Une autre dit, mais ce que je comprends, c'est pourquoi la mère, elle ne peut pas encadrer la lingère. J'aurais dû réécrire ce passage du livre. Je disais que l'enfant, enfin j'écrivais que l'enfant peut la crèche. Mais non, il peut la lingère. Vous voyez, et cet enfant qui était en plein boulot d'éloignement, n'est-ce pas? Alors, je vais utiliser le mot disparition pour faire plaisir à l'hélico, mais c'est une disparition, mais c'est d'éloignement. Hein? Eh bien, c'était extrêmement complexe. Petite parenthèse du même tonneau d'ailleurs, j'ai vécu très récemment, c'était il y a quelques semaines, dans une crèche, une scène bizarre. Je passais la journée à la crèche, et il y avait un petit garçon qui avait 11 mois et des poussières, et qui a fait ses premiers pas à la crèche. Tout le monde était fier, il se débrouillait bien pour l'époque du vent, hein, mais quand même. Le soir, la maman arrive, et la crèche, grand débat, hein, mais dit à la maman, regardez, il marche. Alors le petit gamin marche. Oh, la maman, elle avait l'air contente, mais pas vraiment. Et alors, j'ai dit, ça n'a pas l'air tellement de vous plaire. Et elle m'a dit une phrase formidable, elle me dit, les garçons, c'est toujours comme ça finit par partir. C'est terrible. Elle avait vu ce bébé, qui n'était plus un bébé, qui était un petit garçon. Alors, deuxième éclairage, toujours, ça, on parle des difficultés de séparation générées par l'enfant vis-à-vis de l'adulte. Il y a le contraire. Difficulté de séparation générée par l'adulte. On l'a évoqué tout à l'heure. Si le parent a une culpabilité, a peur, etc., l'enfant va pouvoir vivre cette peur. On parlait du départ. Comment va pouvoir s'effectuer cette séparation si le parent, si la maman, dans le cas présent, part en se cachant, part en pleurant, part, comme on l'a dit, en revenant, en repartant, etc. Cet enfant va se dire, mais est-ce qu'elle va revenir? Et c'est complètement évident. Et alors, notre enfant, eh bien, par rapport à l'adulte, il a un double besoin. Il a un besoin de détachement et un besoin d'attachement. Prenons l'exemple, en rapport avec notre premier point. Les planques.
Je trouve que trop souvent, quand je vais dans des crèches, il n'y a pas assez de quoi se planquer.